Allez, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette vidéo de préparation au tâche 2 ou au tâche mage, à savoir votre épreuve de logique pour les concours tremplin 1 ou tremplin 2. Je suis Arnaud Sévigné et durant une heure, on va faire en sorte de vous préparer pour cette épreuve qui vous stresse un petit peu, mais qui est totalement accessible une fois qu'on a les bonnes méthodes et les bonnes astuces. Comme vous pouvez le voir à l'écran, il y a le sommaire. Dans un premier temps, Émilie Com, donc la responsable communication du concours, va vous présenter les différentes modalités du concours tremplin 1 et tremplin 2, donc les écoles, le nombre de places par école, les chiffres clés, les épreuves d'admissibilité et les épreuves d'admission. Et ensuite, avec Joachim Pinto, mon acolyte, on passera directement sur le mini-tâche 2, mini-tâche mage en conditions réelles d'examen. Donc prenez déjà une feuille blanche, votre cahier et de quoi écrire, aussi bien pour noter les informations sur le concours tremplin 1, tremplin 2, que sur la partie mini-tâche 2, mini-tâche mage, où vous allez devoir faire des exercices en conditions réelles. Et ensuite, point numéro 3, on corrigera cela en live avec Joachim. Et dernière partie, en fonction de votre score, donc on comptabilisera vos points et ça vous donnera un score, on vous donnera nos conseils de préparation pour la suite et l'analyse tout simplement de votre score. Donc on va commencer dès à présent avec la première partie. Je vais donner la parole à Émilie Com sur le concours tremplin 1, tremplin 2. A tout de suite. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette vidéo sur le TAJ. Donc effectivement, dans un premier temps, je vais vous présenter le concours Écrit-Com Tremplin. Alors qu'est-ce que le concours Écrit-Com Tremplin et Tremplin 2 ? Ce sont des concours qui vous permettent de candidater à 5 grandes écoles de management, tous multi-accréditées, qui sont l'EM Strasbourg, Catch Business School, Montpellier Business School, Neoma Business School et Rennes School of Business. Toutes ces écoles sont plébiscitées dans les classements et ancrées dans les territoires, comme vous pouvez le voir sur la carte. Elles ont des reconnaissances académiques de leur master dans les palmarès et ce sont des diplômes visés par l'État qu'elles proposent, donc un bac plus 5 visé et reconnu par l'État. Il est possible de faire une partie de sa formation ou l'intégralité de sa formation en apprentissage. Donc là, je vous invite à consulter directement les écoles pour connaître les modalités. Nous avons plus de 195 000 diplômés sur les 5 continents. Cette année, le concours Écrit-Com Tremplin 1 et 2, c'est 2570 places ouvertes, 920 places pour le concours Écrit-Com Tremplin 1 et 1650 places pour le concours Écrit-Com Tremplin 2. Alors, concernant l'employabilité de ce concours, donc effectivement, le concours Écrit-Com Tremplin et 2, donc c'est après un bac plus 2 ou un bac plus 3, 4. 81,2% sont embauchés en CDI. Donc là, je me base sur une étude de la Conférence des grandes écoles. 91,3% des jeunes diplômés sont en activité professionnelle et ont trouvé leur premier emploi en moins de 4 mois. Le salaire moyen hors prime à la sortie de l'école, on est à 35,4 €. Et 83,5% des diplômés se disent très satisfaits, voire satisfaits de leur emploi. Alors, comment choisir le bon concours ? Est-ce qu'on prend le concours Tremplin 1 ou le Tremplin 2 ? Alors, tout d'abord, pour le concours Écrit-Com Tremplin 1, il faut vérifier l'éligibilité de votre diplôme et vous pouvez le voir directement sur notre site internet écritcom.org. Vous pouvez consulter le règlement général des concours pour voir si votre diplôme Bac plus 2 correspond et dans la liste des diplômes qui sont requis pour postuler à ce concours. Vous soumettez votre candidature au concours et vous passez le concours Écrit-Com Tremplin 1 pour intégrer la première année du programme Grande École, pré-master, ensuite la deuxième année du programme Grande École, le M1, et ensuite le Master 2. Pour le concours Écrit-Com Tremplin 2, il vous faut au minimum un bac plus 3, voire un bac plus 4. Donc pareil, vous pouvez vérifier l'éligibilité, je vais y arriver, de votre diplôme bac plus 3 ou bac plus 4 directement dans le règlement général des concours sur écritcom.org. Vous soumettez votre candidature au concours et ensuite vous passez le concours Tremplin 2 pour intégrer la deuxième année du programme Grande École, Master 1 et après le Master 2. Alors, concernant les épreuves, quelles sont-elles pour les concours Écrit-Com Tremplin 1 et Tremplin 2 ? Tout d'abord, il y a un dossier académique pour tous. Donc, dans le dossier académique, il faut en fait rentrer vos notes du bac, les notes du cycle en cours. Vous avez également un CV en ligne à remplir. Donc, je le rappelle, les inscriptions, c'est à partir du 10 décembre sur notre site internet écritcom.org et jusqu'au 10 avril. Vous avez également un test de logique au choix qui est obligatoire. Donc, ça peut être pour les tests de logique, soit le GMAT ou le GRE pour Tremplin 1 et Tremplin 2, ou le tâche 2 pour Tremplin 1 et le tâche mage pour Tremplin 2.
Ce qui est important à retenir, c'est que pour le TAGE 2 ou le TAGE MAJ, vous avez la possibilité de le passer avec nous. Nous proposons des dates partout en France. Alors, vous devez le passer avant le 9 avril avec nous. Si vous avez choisi de le passer avec un autre organisme ou dans le cadre d'un autre concours, il faudra seulement nous transférer en fait les informations pour qu'on puisse récupérer votre score auprès de la FNEJ. Et donc, il faudra l'avoir passé avant le 9 avril. Et sinon, encore une fois, vous pouvez le passer avec nous avant le 9 avril. Et là, nous, on s'occupera de récupérer les scores des tâches que vous avez passées avec nous. Pour le GMAT et le GRE, donc c'est des épreuves, des tests de logique qui sont aussi acceptés pour ce concours. Dans ces cas-là, nous, on ne propose pas de date de passation pour le GMAT et le GRE. C'est à vous de vous organiser pour passer ce test, pour récupérer votre score et votre justificatif avant le 10 avril, avant la clôture des inscriptions tremplin. Ensuite, il y a une autre épreuve externe qui est un test d'anglais. Donc là, au choix, ça peut être le TOEIC, le TOEFL, l'IELTS, Duolingo, donc pour les concours tremplin et tremplin 2. Et là aussi, très important, Ecricom ne propose pas de date de passage pour ces concours, pour ces tests, pardon. C'est à vous de vous organiser. Donc de choisir le test que vous souhaitez passer, de récupérer votre score, puisqu'on va vous demander de le noter en fait sur ecricom.org, dans votre espace candidat. Et on va surtout vous demander votre justificatif. Et tout ça avant le 10 avril. Après le 10 avril, c'est terminé, c'est la clôture des inscriptions. Ensuite, à partir du dossier, on va savoir si vous êtes admissible ou non. Les écoles mettent des coefficients qui sont différents d'une épreuve à une autre, et c'est comme ça qu'on peut voir si vous êtes admissible ou pas. Donc si vous êtes déclaré admissible, bravo, vous passez ensuite les oraux pour les concours tremplin. Donc pour les oraux, vous avez un ou des entretiens de découverte en fonction du nombre d'écoles où vous avez été déclaré admissible. Donc là, l'objectif de cet entretien, c'est vraiment de voir si votre projet est en adéquation avec l'école, avec les valeurs de l'école, avec le programme qui est proposé à l'école. Et vous avez aussi un oral d'anglais. Donc ça, vous le passez une seule fois. C'est un entretien avec un professeur. Et là, l'objectif, c'est vraiment de voir quelle est votre aisance en anglais, votre richesse lexicale, la grammaire que vous utilisez, etc. Alors maintenant, un rapide point sur les différentes étapes du concours. Donc tout d'abord, effectivement, inscription, il faut d'abord aller sur le site internet ecricom.org et créer votre espace candidat. Je le rappelle, les inscriptions, c'est du 10 décembre au 10 avril 2022. Et dans cet espace candidat, vous pourrez nous indiquer si vous souhaitez passer le TAGE avec nous ou non. Et là, on vous demandera effectivement aussi donc de compléter votre test d'anglais, de télécharger votre justificatif, etc. dans cet espace candidat. Deuxième étape, je vous invite dès maintenant à aller sur notre site internet ecricom.org dans la rubrique « Se préparer, tremplin 1 ou tremplin 2 » pour obtenir des conseils sur les épreuves. Vous avez des vidéos aussi sur le TAGE qui sont accessibles en libre accès. Vous avez aussi des vidéos sur les entretiens individuels et on va sortir aussi des nouvelles vidéos au premier trimestre 2022 pour vous aider à vous préparer pour les entretiens de motivation, les entretiens individuels. Donc vous renseignez, l'étape 3, vous renseignez votre dossier académique et votre CV en ligne, donc ça avant le 10 avril, comme je vous le disais tout à l'heure, et vous téléchargez les justificatifs qui vous sont demandés. Ensuite, on vous dit si vous êtes admissible ou non. Donc en mai 2022, vous consultez votre statut d'admissibilité et vous pourrez prendre rendez-vous en ligne pour l'épreuve d'anglais et le ou les entretiens de motivation. Vous passerez vos oraux de la mi-mai à la mi-juin, donc les épreuves orales, et on vous dira en juin si vous êtes classé ou non dans l'une des écoles d'Ecricom. Et ensuite, vous finaliserez votre intégration avec Tremplin Affectation. Et Tremplin Affectation, ça vous permettra de classer les écoles par ordre de préférence, de consulter les propositions d'affectation et de choisir définitivement votre école. Et dans ce cas-là, vous verserez l'acompte sur frais de scolarité de 800 €. Concernant les frais, donc combien coûte le passage au concours Ecricom Tremplin 1 et Tremplin 2 ? Alors, je le rappelle, c'est un concours commun qui vous permet d'intégrer l'une des 5 écoles que je vais reciter, donc l'EM Strasbourg, Catch Business School, Montpellier Business School, Neoma Business School et Rennes School of Business. C'est un concours commun et ça comprend les écrits et les oraux. Il n'y a pas de frais supplémentaires pour les oraux. C'est un tarif groupé en fait. Donc pour les candidats non boursiers,
C'est 180 € sans le TAJ. Si vous souhaitez par contre passer le TAJ avec nous, que ce soit le TAJ 2 pour les tremplins 1 ou TAJ Mage pour les tremplins 2, c'est 245 €. Vous rajoutez en fait le prix du test. 65 €, il n'y a pas de frais supplémentaires. Donc c'est 245 € avec le TAJ. Pour les candidats non boursiers, c'est 30 €, donc sans le TAJ, et sinon 95 € si vous souhaitez passer le TAJ avec nous. Pour rappel, 25% des candidats ou candidates sont boursiers et 21% des intégrés sont boursiers. Je le rappelle, les inscriptions en ligne, c'est sur le site ecricom.org à partir du 10 décembre 10h jusqu'au dimanche 10 avril 23h59. Et vous l'avez bien compris, moi ce que je vous encourage à faire, c'est de créer rapidement sur votre espace candidat, de vous inscrire, puisqu'en fait on va vous demander des justificatifs et de compléter un dossier et ça prend du temps. Ne vous y prenez pas à la dernière minute. Et donc, comment se préparer efficacement à ce concours? J'en ai parlé tout à l'heure. Vous pouvez aller donc tout de suite sur notre site internet ecricom.org dans la rubrique « Se préparer » pour avoir des infos pratiques sur le concours, sur les épreuves, sur le calendrier, sur l'actualité. Vous avez des vidéos, vous aurez aussi des nouvelles vidéos à partir du premier trimestre 2022 sur les entretiens de motivation. Il y aura des nouveaux quiz également. Donc tout ça en libre accès. Vous aurez aussi un espace candidat lors de votre inscription. Ça vous permettra d'échanger avec nous en fait sur le concours. Nous avons aussi une application iOS et Android accessible donc sur votre smartphone. Et j'insiste aussi, suivez-nous sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, YouTube et TikTok également. C'est notre nouveau réseau social. Et vous pourrez comme ça suivre en fait les actualités du concours et les actualités aussi des écoles. Et effectivement, on relaye régulièrement les informations de nos écoles. Comment nous contacter? Donc, lors des portes ouvertes des écoles, vous pouvez aussi aller contacter directement les écoles lors de leurs portes ouvertes. On participe aussi à des salons. Vous pouvez nous contacter donc par téléphone, par mail. Et si vous êtes déjà candidat, donc quand vous serez inscrit au concours à partir du 10 décembre, vous pourrez aussi nous contacter via la messagerie intégrée de votre espace candidat. Et je repasse maintenant la parole à Arnaud. Allez, merci Milly. Donc place maintenant au mini-tâche 2, mini-tâche mage. Les choses sérieuses commencent. Donc comme je vous ai dit, prenez de quoi écrire afin d'avoir un brouillon pour vos exercices, tout simplement. Pendant ce temps-là, je vous présente le tâche mage et le tâche 2. Et je vais vous donner quelques conseils, quelques tips assez importants. Donc comme vous le voyez, l'inscription... soit vous le passez avec le concours tremplin, ce qu'on vous recommande, c'est beaucoup plus simple d'un point de vue logistique parce que vous vous inscrivez aux écoles et à l'épreuve de logique en même temps. Donc c'est dans votre espace candidat sur ecricom.org, que vous soyez tremplin 1, c'est-à-dire AST1, Bac plus 2, vous passez le tâche 2. Donc faites-le avec le concours tremplin, ou alors AST2, Bac plus 3 et plus, c'est-à-dire le concours tremplin 2. Dans ce cas-là, ça sera le tâche mage. Mais dans les deux cas, d'un point de vue logistique, on vous recommande plus que tout de le passer en même temps que votre inscription du concours. Donc profitez-en, c'est beaucoup plus simple d'un point de vue organisationnel. Donc ça, c'est le premier conseil. Mais bien entendu, si vous l'avez passé hors concours, vous pouvez téléverser, c'est-à-dire transmettre votre score au concours. Aucun souci. 2 passages maximum par an, donc 1 par semestre, ça vous le savez. Ce sont des semestres civils, de juillet à décembre, une fois. Et de janvier à juin, une deuxième fois. Donc passez au moins 2 fois votre test de logique, pareil que soit tâche 2 ou tâche mage. Concernant la durée, 1h55, 2h, vous ne pourrez pas sortir de la salle. Donc si jamais vous devez manger, boire, aller aux toilettes, faites-le avant. Ensuite, vous entrerez dans la salle, donc le lieu d'examen, pour passer votre épreuve. Le nombre de questions, comme vous le voyez, 70, 90, 4 choix de réponse pour les tâches 2. 5 choix de réponse pour les tâches mages. Donc c'est un QCM, un questionnaire à choix multiples. Il y aura un énoncé, 4 propositions de réponse ou 5 selon votre test de logique, mais toujours une seule et unique bonne réponse. Il n'y a jamais 2 bonnes réponses ou plus, il y en a toujours une seule et unique. Et on verra comment la trouver avec le mini-tâche 2, mini-tâche mage que l'on va passer ensuite. Une bonne réponse vous rapporte 3 points aux tâches 2, 4 points aux tâches mages. Et si jamais vous répondez mal, vous êtes pénalisé d'1 point. En d'autres termes, il y a des points négatifs. Donc deuxième conseil, vous ne répondez au hasard que si, uniquement si, vous hésitez entre 2 réponses. Donc ne répondez jamais au hasard si vous n'êtes vraiment pas sûr ou si vous hésitez trop. Uniquement s'il vous reste 2 réponses pour lesquelles vous hésitez fortement, c'est-à-dire c'est du 50-50 dans votre tête. Là, dans ce cas-là, vous répondez. Il y a 6 sous-thèses, comme vous le voyez pour les 2
test de logique. Je vous ai mis juste en dessous l'intitulé des sous-tests ainsi que le nombre de questions et la durée. Donc comme vous pouvez le voir, ce sont deux tests de logique qui sont parfaitement équilibrés entre la partie calculatoire et la partie entre guillemets français verbal. Donc si vous êtes plutôt à l'aise en calcul mental, vous aurez un meilleur score là. Si ce n'est pas votre spécialité, pas grave, vous avez un penchant de chaque test, que ce soit tâche 2 ou tâche mage, qui vous interroge sur des règles d'orthographe, de grammaire, de vocabulaire, de synonymie, bref, de la maîtrise et de la compréhension de la langue française. Donc première chose à bien retenir, c'est un test, que ce soit le tâche 2 ou le tâche mage, qui n'avantage absolument pas ceux qui sont bons en mathématiques, absolument pas. La moitié des candidats aura une meilleure note pour les sous-tests de logique, l'autre moitié de calcul, l'autre moitié des candidats aura une meilleure note pour les sous-tests verbaux. Ce qui fait que vous allez avoir un meilleur score, c'est parce que vous vous entraînez des semaines, voire plusieurs mois en amont. Il y a 6 sous-tests. Vous doutez bien que sur chaque sous-test, ça ne va pas être 2 à 3 jours de révision, mais plutôt 1 à 2 semaines. Donc il faut compter entre 1 mois minimum à 3 à 4 mois de préparation pour votre test de logique. Tout dépend combien de temps vous y consacrez par semaine. Donc si vous voulez que ce soit très light, 2, 3, 4 heures par semaine, dans ce cas-là, vous allez étaler ça sur 3 mois. Si c'est sur 1 mois intensif, il faudra plutôt compter 5, 6, 7 heures par semaine. Les aptitudes évaluées, comme vous le voyez, aptitude verbale, aptitude à la résolution de problèmes, etc. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire avant, pendant et après votre passage? Donc, comme vous le savez, avant, vous vous inscrivez pour votre tâche 2, tâche mage, soit sur le site ecricom.org, donc le site officiel du concours tremplin, tremplin 2, ou alors, si vous souhaitez le passer avant, sur tâchemage.fr ou sur tâche2.fr. Vous avez des sessions aussi bien en France qu'à l'étranger. Ensuite, il faut absolument imprimer votre convocation en format papier. C'est très important. Elle est disponible 15 jours avant votre session. Et vous devez aussi amener une pièce d'identité, que ce soit une carte d'identité ou un passeport pour le jour J. Ensuite, lorsque vous arrivez le jour J, matériel autorisé, stylo bille noire, plus eau, plus nourriture. Alors faites attention, le stylo bille noire, vous inquiétez pas, ils vont vous en fournir. Donc prenez-en un au cas où, si jamais votre stylo fuit, mais normalement, Lave-Neige va vous fournir un stylo noir. Concernant l'eau et la nourriture, à la limite, c'est toléré, mais il faut le mettre au pied de votre table. Mais je vous recommande de boire et de manger auparavant, comme ça, c'est beaucoup plus simple. Ce qui maintenant est interdit, pas de calculatrice, c'est évident. Pas de brouillon, mais vous inquiétez pas, vous avez largement la place sur votre cahier de questions le jour J. Vous avez 2 à 3 questions par page, donc un énoncé, 10 cm de blanc, un énoncé, 10 cm de blanc. Donc vous avez totalement la place d'écrire vos raisonnements, vos calculs, etc., etc. Aucun candidat ne s'est plaint d'un manque de place. Donc vous avez votre cahier de questions d'un côté avec les 70 ou 90 questions selon votre test. Et de l'autre côté, vous avez la grille de réponse officielle où vous reportez vos réponses sur cette grille. C'est cette grille-là qui passera dans une machine qui vous donnera votre score. L'annonce du temps. Parce qu'en effet, vous n'avez pas le droit, bien sûr, pas le droit aux effaceurs, pas le droit aux surligneurs. Vous avez qu'un stylo noir fourni par Lave-Neige, donc l'organisateur du test de logique. Pas de téléphone, c'est évident. Pas de montre. Donc pour gérer votre temps, que ce soit 10, 15 ou 20 minutes par sous-test, vous avez une grande horloge qui est disponible sur le mur de chaque salle d'examen. Deuxièmement, vous avez le surveillant général qui va vous dire il vous reste 10 minutes, il vous reste 5 minutes, il vous reste 2 minutes. Donc il vous prévient à 3 reprises du temps restant. Donc vous inquiétez pas, vous n'avez pas besoin de savoir à 10 secondes près combien de temps il vous reste. Et vous-même, à force de vous entraîner, vous allez savoir si vous êtes dans les temps, un petit peu en retard ou un petit peu en avance par rapport à votre plan. Interdiction de revenir à un sous-test précédent, ça c'est très important. Chaque sous-test est cloisonné. C'est-à-dire lorsqu'on vous lance dans un sous-test, vous ne pouvez pas, si vous terminez en avance, aller au sous-test suivant et vous ne pouvez pas revenir au sous-test précédent, vous restez à l'intérieur de votre sous-test. Faites attention, il y a des symboles en haut de votre cahier de questions, ce qui fait que les surveillants qu'il y a dans la salle peuvent instantanément voir si vous êtes au bon sous-test. Donc imaginons que si vous êtes en calcul et qu'à votre session, calcul égale carré en haut des feuilles, si vous êtes en calcul et que vous n'avez pas des carrés en haut de votre cahier de questions, c'est signe que vous êtes dans un autre sous-test et dans ce cas-là, bien entendu, vous serez éliminé. Donc vous restez dans votre sous-test, pas la peine d'aller trop vite en espérant prendre de l'avance pour continuer. Vous ne pouvez pas revenir, tout comme aller au sous-test suivant. Après le passage de l'examen, 10 à 15 jours après, vous recevrez sur votre espace candidat, et bien sûr vous serez prévenu par mail, de la publication de votre score, qui sera tout simplement
une attestation de score, donc un document PDF. Donc là, on vous a mis l'exemple de Joachim avec son score record au Taj-Maj de 507 sur 600, ou Sully en tâche 2 de 178 sur 210, et c'est découpé par aptitude. Donc je vous ai dit qu'il y a 6 sous-tests, mais ces 6 sous-tests sont réunis en 3 aptitudes. Résolution de problème pour la partie Taj-Maj, c'est calcul condition minimale. Aptitude verbale, c'est-à-dire le français, c'est compréhension texte, expression. Raisonnement logique, c'est logique et raisonnement et argumentation. Donc il faut une moyenne de ces 2 sous-tests à chaque fois, ce qui vous donne la moyenne par aptitude. La même chose pour le tâche 2. Dimension verbale, c'est tout simplement lexiphrase et paratexte. Dimension calculatoire, c'est les 2 sous-tests de calcul que vous avez. Dimension logique, c'est les 2 sous-tests de logique que vous avez. Maintenant, à présent, 5 conseils que je vais vous donner pour réussir le Taj-Maj et le tâche 2. Le premier conseil, et c'est celui qui impacte le plus à mon avis votre score, c'est l'heure de votre session. Lorsque vous allez réserver votre session, il va y avoir des sessions le matin, des sessions l'après-midi. Généralement, les sessions du matin sont à 9 h. Donc si jamais vous passez le matin à 9 h, il faut y être une demi-heure avant, c'est-à-dire à 8h30. Donc partir de chez vous entre 8 h et 7h30, donc vous réveillez à 7 h. Donc si vous n'êtes pas matinal, je vous recommande plus que tout de prendre une session l'après-midi, c'est fondamental. Deuxièmement, vous n'allez pas traiter toutes les questions. Donc pour chaque sous-test, il est clair et net que vous devez savoir grosso modo le nombre de questions que vous allez traiter. C'est très important pour votre gestion du temps. Donc là, je vous ai donné un exemple avec le tâche 2 et le Taj-Maj. Donc le Taj-Maj, il y a 15 questions par sous-test. Le tâche 2, en général, il y en a 10, soit 10, soit 15. Donc si vous êtes d'un très bon niveau, pour le Taj-Maj, dans un sous-test, vous allez en traiter 13 et vous savez que vous allez en passer 2, soit sur lesquelles vous bloquez, soit des questions que vous reconnaissez, que vous maîtrisez mal. Donc il est fondamental de savoir que les 20 minutes en Taj-Maj ne vont pas être toutes utilisées pour les 15 questions. Si vous êtes d'un bon niveau, vous allez en passer 4, mais c'est prévu dans votre stratégie. Ce qui fait que vous avez plus de temps pour traiter les 11 questions si vous êtes d'un bon niveau, ou alors si vous êtes d'un niveau moyen et que vous décidez d'en traiter 8, 9, 10, vous savez que dans votre stratégie, vous pouvez passer 5 questions. Et c'est prévu. C'est comme ça que vous allez maximiser votre score selon votre niveau. Ce qui fait qu'un certain nombre de candidats ont un score décevant, c'est quoi? Bien entendu, il y a le fait qu'ils maîtrisent mal leur cours. Bon, ça c'est une première explication. La deuxième explication, parce qu'il y a beaucoup de candidats qui connaissent bien leur cours et qui pourtant ont des scores décevants. La deuxième explication, c'est le fait que vous tentez toutes les questions et au bout d'1 minute 30, vous les abandonnez. Ça, c'est pas possible. Parce que imaginons que je suis d'un bon niveau et que je passe 4 questions, mais que je les abandonne au bout d'1 minute 30. 4 questions abandonnées au bout d'1 minute 30, donc 4 fois 1 minute 30, ça signifie que 6 minutes sur 20, vous n'avez marqué aucun point. Ça, c'est pas possible. Il vous reste que 14 minutes pour traiter les 11 questions restantes. Donc ça, c'est pas possible de consacrer 6 minutes à 4 questions sur lesquelles vous marquez 0 point. Donc il est fondamental de passer rapidement les questions sur lesquelles vous bloquez ou que vous ne sentez pas au bout de 30 secondes pour ne pas utiliser du temps inutilement. Et si jamais vous reconnaissez un type de question sur lequel vous n'êtes vraiment pas doué, pareil, vous passez. Conseil numéro 3. Ne répondez jamais au hasard, sauf si vous hésitez entre 2 réponses. Donc je l'ai dit tout à l'heure, une fois que vous avez supprimé les réponses qui sont fausses à coup sûr, il vous en reste 2. Si c'est un 50-50 dans votre tête, dans ce cas-là, vous pouvez répondre au hasard. Point numéro 4, les 15 jours avant, comment il faut réviser? De J-7 à J-15, vous faites 2 Taj-Maj ou 2 tâches 2 en conditions réelles d'examen. Donc vous faites le tâche 2 ou le Taj-Maj complet et ensuite vous le corrigez. Les 7 derniers jours, je vous recommande de vous concentrer uniquement sur les sous-tests où c'est beaucoup de répétitions et beaucoup de par cœur. C'est-à-dire que vous laissez de côté les sous-tests de français où là le programme est tellement vaste que c'est pas une semaine qu'on va gagner des points. La dernière ligne droite, vous êtes focus sur les sous-tests soit de calcul, soit de logique, soit de réseau argu, soit de conditions minimales. Ou au moins là c'est du par cœur, c'est très répétitif et c'est des automatismes à développer qu'il ne faut pas perdre. Donc la dernière ligne droite, vous faites ça. Point numéro 5, c'est très souvent zappé par les candidats. Apprenez par cœur vos multiples de 11, 13, 17, 19. Beaucoup de candidats ne connaissent uniquement que les tables de multiplication de 1 à 10. On vous recommande aussi avec Joachim de connaître 11, 13, 17, 19. Ça tombe très fréquemment pour les sous-tests de calcul et les sous-tests de logique. Donc c'est vraiment le meilleur retour sur investissement que vous pouvez faire de connaître ces tables-là, 11, 13, 17, 19.
ce sont des nombres premiers. C'est pour ça que je ne vous donne pas 12, 14, 16, 18. Donc 11, 13, 17, 19 à connaître par cœur, comme une table de multiplication. Allez, on continue. Et à présent, on va passer au mini tâche mage tâche 2 et je vais vous expliquer le fonctionnement de ce mini tâche mage tâche 2. C'est un mini tâche mage tâche 2 dynamique. Ça veut dire quoi? Je ne vais pas vous lancer dans un nombre défini de questions, à savoir allez-y, faites 30 questions et on se retrouve dans 1 heure. Non. Les questions vont défiler les unes après les autres. Donc les questions vont s'afficher one by one, c'est-à-dire que je vais vous montrer la question 1 durant 2 minutes et ensuite on corrige. Question 2, 2 minutes et on corrige. Question 3, 2 minutes et on corrige. Donc je vous laisse 2 minutes, pourquoi? Parce qu'il y aura des questions de niveau facile, et là vous allez mettre moins de temps pour les traiter, et tant mieux. Et il y aura des questions de niveau plus difficile, et dans ce cas-là, il faudra essayer de tenir le timing de 2 minutes. Donc 2 minutes, c'est une moyenne. Comme je vous ai dit, vous n'allez pas traiter toutes les questions le jour J, donc ce n'est surtout pas 1 minute 20 ou 1 minute 30 par question. Donc il ne faut pas faire temps total divisé par le nombre de questions, parce qu'il y a des questions que vous allez zapper. Donc en moyenne, c'est plutôt une 45 à 2 minutes que vous avez par question traitée. On va faire 15 questions ensemble et on a équilibré ce mini tâche mage tâche 2 exactement comme le jour J. Une partie en calcul, une partie en expression ou lexiphrase, c'est pareil, et une partie en logique. Donc que vous soyez AST1 ou AST2, que vous soyez tâche 2 ou tâche mage, on vous a pris les sous-tests qui sont communs pour ces 2 tests de logique pour reproduire le plus fidèlement possible ce qui va vous arriver, enfin ce que vous allez avoir en tout cas le jour J. En termes de difficulté, vous voyez le tableau juste au-dessous. Pareil, on a réparti les questions par niveau de difficulté avec un tiers de questions de niveau difficile, un tiers de questions de niveau moyen, un tiers de questions de niveau facile. Calcul, logique et ensuite français. Donc prenez de quoi écrire et ensuite on commence dès à présent. On va commencer avec la partie calcul qui est le premier sous-test, comme vous voyez, le premier sous-test où vous allez avoir des questions. Et je vous laisserai à chaque fois 2 minutes tout pile et on déclenchera notre chrono. Donc si vous avez un smartphone, vous pouvez vous aussi mettre votre chrono, comme ça vous voyez le temps qu'il vous reste. Le calcul pour le test tâche 2, il y a 2 sous-tests, 2 fois 10 questions, donc c'est 20 questions sur 70, donc c'est quand même assez important. Et vous avez 2 fois 30 minutes, donc 3 minutes par question. Mais pour vous booster un petit peu, je vous laisserai 2 minutes pour ceux qui passent le tâche 2. Pour ceux qui passent le tâche mage, 15 questions, c'est un seul sous-test sur les 6. Mais comme je vous ai dit, vous ne traitez pas toutes les questions. Donc c'est plutôt une 45 à 2 minutes. Les notions abordées, vous les voyez là. Géométrie, air, surface, etc. Et c'est uniquement du calcul, c'est un point très important. Ce ne sont pas des mathématiques. Donc c'est maximum de niveau seconde. Donc c'est le programme commun que l'on a tous eu au lycée en seconde. Il n'y a pas de spécificité mathématique, c'est vraiment du calcul. Ce sont des méthodes à apprendre. Il y a une partie des questions qui sont formatées avec des méthodes toutes faites que l'on a simplifiées avec Joachim pour que ce soit le plus accessible, quel que soit votre niveau. Et il y a une partie des questions qui sont déformatées, où là, il va falloir essayer de recréer votre raisonnement à partir de différentes notions de cours. Allez, ce que je vous propose, c'est qu'on se lance directement dans ce mini tâche 2, tâche mage, et on commence dès à présent avec la question numéro 1, 2 minutes, et on corrige. A tout de suite.
Allez, on passe à la correction. Correction de la question 1. Donc, ne vous inquiétez pas, parfois je parle, mais je coupe le micro. C'est pendant votre période de résolution de l'exercice. Alors, cet exercice sur la SNCF qui propose deux types d'abonnements. C'était un exercice d'équation. Comme vous pouvez le voir, la bonne réponse était la B. Procédons étape par étape. On vous propose deux abonnements. L'un, il y a un fixe de combien d'ailleurs? Il y a un fixe de 400 €. Donc c'est une carte d'abonnement qui est assez chère, 400 € et ensuite 50 € par trajet. Ou alors vous avez un deuxième abonnement possible, un fixe de 100 € et 75 € par trajet. Donc la variable en fait qui bouge en permanence, c'est tout simplement le nombre de trajets. Ça, on ne connaît pas le nombre de trajets en train que vous allez faire. Donc on vous demande à partir de quel moment les deux courbes se croisent. Donc à partir de quel moment l'abonnement 1 rattrape le 2 ou l'inverse. Donc on a un fixe de 400 € plus, comme vous le voyez ici, la deuxième ligne 50x. Donc 50 € fois x, qui est le nombre de trajets, égale le deuxième abonnement qui est 100 € de fixe plus 75 € fois x, x étant le nombre de trajets. Le 100, vous le passez de l'autre côté, donc 400 moins 100 égale 300. Le 50x, vous le passez à droite, 75x moins 50x, ce qui vous donne 25x. On a donc x qui est égal à 300 divisé par 25, ce qui est égal à 12. Donc c'est à partir de 12 trajets de train que les deux abonnements sont aussi intéressants pour le client. Donc ça, c'était une question de niveau 2 sur 5, donc c'était entre facile et moyen, c'était assez abordable. Normalement, pour ceux qui sont plutôt bien entraînés, ça vous prend bien entendu moins de 2 minutes. Allez, on passe directement à la question numéro 2 de calcul et ensuite on corrige. 2 minutes, c'est parti. Allez, on passe à la correction de cette question numéro 2 avec Julie qui touche une prime de fin d'année et elle décide de la réinvestir. Je vais vous montrer directement la correction parce que c'est ce que vous attendez. Elle investit 20% dans des actions A qui rapportent 10% d'intérêt et elle investit le reste dans des actions B qui elles rapportent 5% par an. Et à la fin de la première année, elle a gagné 90 € d'intérêt et on vous demande quel est le montant de son capital initial, c'est-à-dire combien elle a investi avec sa prime. La bonne réponse, comme vous pouvez le voir, c'était la réponse E, c'était 1500 €. Pourquoi? Alors, hop, je vais vous... Je fais un petit truc, je le ferai après. Première étape, vous devez absolument calculer le taux d'intérêt. Vous devez absolument calculer le taux d'intérêt moyen.
On vous a donné la formule. C'est la partie 1 fois le taux d'intérêt, donc la part du premier investissement fois le taux d'intérêt, plus la part 2, donc la part qui a été consacrée à l'investissement numéro 2, fois le taux d'intérêt. C'est pour ça qu'on a écrit 0,20. Elle investit 20% de sa prime à 10%. Donc c'est 0,20 du total fois 10%, plus 0,80, donc 0,8, donc 0,2, 20% du total, 0,8, 80% du total, fois 5%. Donc notez bien cette formule-là, elle est extrêmement importante. C'est ce qui vous permet de calculer le taux d'intérêt moyen ou le taux de rendement moyen lorsque vous réalisez deux investissements. Donc 0,2 fois 10, donc 20% de 10, c'est 2%. 80% de 5, c'est 4%. Donc 2% plus 4%, 2 plus 4, c'est 6%. Donc en gros, son investissement dans les actions A et B, ça lui a rapporté 6%. Bon, maintenant qu'on sait que 6% égale 90 euros, ça c'est écrit dans l'énoncé, il n'y a pas de résolution. 6% égale 90 euros, il suffit simplement de faire un produit en croix. Le capital initial, c'est-à-dire ce qu'elle a investi dès le départ, c'est 100%. C'est tout ce qu'elle a mis dedans. Donc 100% égale X, 6% égale 90. Donc vous faites tout simplement un produit en croix. On va faire la diagonale, 100 fois 90, divisé par 6. Donc 100 fois 90, ça fait tout simplement 9000, divisé par 6, 1500. Donc c'est aussi simple que cela. Je calcule le taux d'intérêt, on me dit qu'avec ce taux d'intérêt, ça a rapporté 90 euros. Moi, ce que je veux, c'est le capital de départ qui représente tout le temps 100%, ce qu'on appelle une base 100. Lorsqu'on vous demande de trouver le prix de départ, le capital de départ, le montant initial, c'est 100%. Donc vous faites comme vous le voyez dans le tableau, donc là il est un petit peu rogné, mais vous comprenez bien. Vous faites le produit en croix et on trouve 1500 euros. C'était une question de niveau 3 sur 5, donc de niveau normal. Il est fondamental que vous trouviez bien ce type de question. Allez, on passe directement à la question numéro 3, 2 minutes et on corrige. C'est parti. Allez, on va passer à la correction de cette question numéro 3. Sur cet avion qui a effectué 6300 km en 7 heures, s'il volait 1,2 fois plus vite, quelle aurait été sa vitesse moyenne sur ce vol? Donc c'est une question classique de vitesse, temps, distance.
Donc c'était la question la plus facile que vous aurez pardon, dans ce mini-tâche 2, mini-tâche mage. Difficulté 1 sur 5. Première chose à faire. Qu'est-ce qu'on vous demande de calculer d'ailleurs? Quelle aurait été sa vitesse moyenne sur ce vol s'il avait été 1,2 fois plus rapide? Premièrement, on va calculer sa vitesse de base. 6300 km en 7 heures. Donc c'est comme 63 divisé par 7. C'est la même chose. 63 divisé par 7, 9. Donc 6300 divisé par 7 égale 900 km/h. S'il avait été 20% plus rapide, donc vous rajoutez déjà 10%. Donc soit vous faites x1,2. Ça c'est le plus simple. x1,2 égale 1080, réponse C. Ou alors vous rajoutez 10% plus 90, plus 10%, donc 10 et 10, donc c'est plus 20%, plus 90, c'est-à-dire 1080. Donc ça c'est une question qui ne dure pas 2 minutes, hein. Ça il faut être extrêmement rapide. Allez, on enchaîne directement avec la question numéro 4, 2 minutes, et on corrige. Allez, on reprend avec cette question numéro 4, avec les deux variations de prix du produit. Question numéro 4, comme vous le voyez, la bonne réponse c'était la D, c'était 300 €. Donc on part de deux produits qui ont un prix, en l'occurrence A. Donc comme il y avait X et Y, on a pris A. Donc A, c'est comme l'équivalent d'une base 100. C'est mon prix de départ. Souvenez-vous, lorsque vous n'avez pas le prix, pas le poids, pas la distance, pas ce que vous voulez, vous partez d'une base 100. Ensuite, il y en a un qui baisse de 12%. Donc il passe de 100 à 88. Ou alors de 100 à 0,88, c'est la même chose. Donc moins 12%, c'est moins 0,12 ou moins 12%. C'est la même chose. L'autre prix, Y, donc l'autre bien, augmente. Son prix augmente de 28%. Donc 28% en plus, c'est 1 plus 0,28. C'est pour ça qu'il y a 1,28. Ou alors 100 plus 28, 128. Donc vous voyez, les deux prix, en fait, hop, un écart s'est créé. Clac. Donc moins 12%, l'autre plus 28%. Donc à présent, l'écart entre 1,28 fois 1,28 et fois 0,88, comme vous le voyez, en fin d'année, l'écart est de 1,28 moins 0,88. L'écart est de 0,4. Plus 28%, moins 12%. L'écart est à présent de 40% entre les deux. Plus 28 et moins 12. Donc 28 et 12, 40% d'écart. Donc 40% d'écart, donc 0,4 A. Donc le prix de départ, 0,4 A est égal à 120 €. Ça c'est écrit dans les noms, c'est 120 €, je ne l'écris pas. Donc 40% d'écart à présent, c'est 120 €. Bon bah ça c'est notre point de départ. Donc si 40% égale 120, donc 0,4 A égale 120, dernière ligne, ligne numéro 5,
On a donc A qui est égal à 120. Le 0,4, vous le passez de l'autre côté. 120 divisé par 0,4. Il ne faut pas avoir peur d'une fraction à virgule. Vous multipliez par 10 en haut et en bas. On se retrouve avec 1200 divisé par 4. J'ai multiplié par 10 en haut et en bas. Et 1200 divisé par 4, ça correspond à 300 €. Donc vous voyez, c'est pas très compliqué concernant les variations de prix. C'est à peu près sûr que vous en aurez des questions de statistiques, de taux d'intérêt ou de pourcentage le jour J. Donc il est fondamental de bien maîtriser cette notion, quelle que soit la question, quel que soit le type de question que vous pouvez avoir. Difficulté 4 sur 5, si vous l'avez trouvé en 2 minutes, c'est très bien. C'est signe que vous êtes d'un bon ou d'un très bon niveau. Allez, on enchaîne directement avec la question numéro 5, 2 minutes. Allez, on va passer à la correction de cette question 5 qui est une question de probabilité. C'est vraiment une notion qui est extrêmement fréquente en tâche 2 et en tâche mage, mais pas de panique. On va vous donner la méthode pour réussir toutes vos questions de probabilité. Il ne faut absolument pas avoir d'inquiétude ou de peur par rapport à ce type de questions. C'est vraiment très faisable. Alors, comme vous le voyez, la bonne réponse était 1/12. On lance 2 dés non pipés. Donc non pipés, ça signifie qu'ils ne sont pas truqués. Donc la probabilité de chaque face de tomber est la même. Numéroté de 0 à 5, ça ne change rien, il y a 6 faces. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Donc de 1 à 6 ou de 0 à 5, il y aura quand même 6 faces, ça ne change rien. Quelle est la probabilité pour que la somme des deux faces qui tombent donne 8? Donc la somme des deux chiffres, vous les additionnez, il faut que ça fasse 8. La méthode est la suivante. Première étape, la théorie, et ensuite on applique à un cas concret. Une question de probabilité, oubliez les événements probables, les événements qui vont se dérouler, etc. Ça, c'est un peu du jargon mathématique. On vous l'a simplifié, cette méthode. C'est tout simplement une fraction. En bas, c'est-à-dire au dénominateur, vous allez calculer le nombre total de cas. Donc, tous les cas possibles. Et on va voir comment faire. En haut, c'est-à-dire en haut de la fraction au numérateur, on va lister les cas demandés par l'énoncé. Donc, c'est toujours une barre de fraction. En haut, j'écris le nombre de cas ou de scénarios demandés dans l'énoncé. En bas, le nombre total de cas. Et l'un sur l'autre, ça vous donne votre probabilité. Étape numéro 2, listons les cas demandés par l'énoncé. Combien de scénarios il y a où la somme fait 8?
Il y en a un, c'est 3 plus 5. 3 plus 5, 8. Il y en a un deuxième, c'est 5 plus 3. Attention, c'est pas la même chose. 3 et 5, c'est pas la même combinaison que 5 et 3. Vous voyez ça un peu comme des chiffres. 35 et 53, c'est pas le même nombre. Bah, c'est pareil pour les scénarios. Donc 3 plus 5 ou 5 plus 3. Et enfin, le troisième scénario possible, où la somme des deux faces fait 8, c'est 4 plus 4. Donc là, 4 plus 4, on ne peut pas l'inverser. Il n'y en a qu'un seul. 44 et 44, c'est la même chose. Donc il y a 3 cas demandés par l'énoncé qui correspond à ce qui est demandé par l'énoncé. Donc en haut, vous écrivez 3. En bas de votre fraction ou dénominateur, le nombre total de cas. Donc là, il faut aussi imaginer que vous lanciez un dé. Si vous lancez votre premier dé, il y a 6 possibilités. Et les probabilités, ça se multiplie. Fois, je lance mon deuxième dé, 6 possibilités. Donc 6 fois 6, 36. Donc en haut j'ai 3, en bas j'ai 36, 3 sur 36 que je simplifie, ça me donne donc un douzième. Donc même si on avait une question avec des enfants qui a la probabilité d'avoir des garçons, des filles, avec des pièces pile ou face, avec des tirages de cartes, c'est exactement la même méthode. Le nombre de cas demandés ont le nombre de scénarios qui correspond à l'énoncé et le nombre total de cas en bas. Allez, on passe à la question 6, dernière question de calcul, et ensuite il y aura logique et la partie verbale. C'est parti pour la question 6, 2 minutes et on corrige. Allez, on passe à la correction de cette question numéro 6 avec Clémence, cette fois-ci qui investit un montant. Donc là, c'est une autre forme d'investissement. Cet exercice, il est de catégorie difficile, mais en fait, une fois que vous avez la méthode, il est totalement abordable. Donc elle investit un montant X la première année, ça lui rapporte 300 €, qu'elle réinvestit au pot commun, et la deuxième année, elle touche 360 €. La question, c'est de savoir combien elle investit à la base. Bon, la bonne réponse, comme vous le voyez, c'était la réponse D, c'était une question de difficulté 5 sur 5, mais regardez bien la méthode, et apprenez bien la méthode, parce que c'est totalement faisable. Premièrement, il faut calculer le taux d'intérêt. On vous dit j'ai gagné 300 € la première année, puis 360 €, c'est d'accord, ça c'est de la valeur absolue. Nous, on veut le taux d'intérêt, c'est-à-dire le pourcentage de rentabilité. Un pourcentage de rentabilité, c'est comme une variation. C'est la même formule. Valeur d'arrivée moins valeur de départ sur valeur de départ. Donc cette formule, c'est la base pour la variation en pourcentage. Arrivée moins départ sur départ.
Donc la valeur d'arrivée, j'ai gagné 360 euros, moins 300 euros, divisé par 300 euros. Donc c'est tout simplement les données de l'énoncé que l'on reprend. Année 2 moins année 1 sur année 1, ce qui vous donne la variation. Donc j'ai gagné 60 euros en plus avec les 300 euros que j'ai réinvestis. Donc je réexplique. Ce que vous avez gagné la première année, ces 300 euros, vous les remettez dans l'investissement. Et le surplus de gain en année 2, c'est plus 60 euros. Vous voyez, si j'avais gagné la même chose, 300, 300, 300, 300, c'est parce que j'ai investi la même chose chaque année. Mais là, je suis passé de 300 euros de gain en année 1 à 360 euros de gain en année 2. Et le pourcentage de rentabilité est le même. Donc, pourquoi j'ai un surplus de 60 euros? Parce qu'en année 2, j'ai remis les 300 euros. Donc, c'est pour ça qu'on fait 60 euros de plus divisé par 300 euros, qui est l'investissement, le surplus de capital que j'ai investi. 60 divisé par 300, divisé par 60, ça fait 1. 300 divisé par 60, ça fait 5. On simplifie 1/5. Donc, le taux de rendement, le taux d'intérêt est de 20%. Une fois qu'on a ça, on a fait le plus dur. Étape numéro 2. Comme je vous ai dit auparavant, le capital initial, c'est toujours 100%. Donc avec 20% de taux d'intérêt, la première année, j'ai gagné 300 euros. Je veux trouver mon capital de base qui est de 100%. De 20% à 100, c'est x5. Donc 300 euros x5, 1500 euros. Donc cette formule-là, cette étape-là que l'on a mis, cette méthode-là que l'on a mis en place avec Joachim pour vous simplifier la vie, il faut la connaître par cœur. Donc vous voyez là, on a fait 6 questions types. Il y en a encore des dizaines et des dizaines et des dizaines, mais c'est toujours dans le même état d'esprit. Il y a des questions formatées, il y a des questions déformatées. Il y a des questions avec des méthodes que l'on a simplifiées avec Joachim et d'autres où il va falloir construire votre propre raisonnement, votre propre équation, comme la question sur l'abonnement à la SNCF où ce n'est pas une méthode toute faite. Donc là, on vient de faire 6 questions, des faciles, des moyennes, des difficiles en calcul. On comptera vos points, enfin vous compterez vos points à la fin de ce mini-tâche de tâche mage. Et donc vous inquiétez pas, on analysera vos scores ensemble. Et là, on va passer à la prochaine partie et je vais donner la parole avec Joachim. La prochaine partie qui est la partie de logique. Allez, à tout de suite. Allez, bonjour à toutes et à tous. On va passer sur la partie logique avec la présentation de la partie logique. Vous savez que vous soyez en tâche 2 ou en tâche mage, vous allez avoir de la logique. Quand vous allez être en tâche 2, vous allez avoir 2 séries de 10 questions. Une première série qui va être composée de chiffres et de lettres qui vont se croiser horizontalement et verticalement. On va voir ça dans un instant. Et une deuxième série qui va être composée de logique graphique. Ça veut dire des carrés. Vous allez avoir 3 carrés et vous allez devoir trouver le 4e carré qui respecte la logique. Quand vous allez être en tâche mage, ça va être un tout petit peu différent puisque vous allez avoir une seule série de 15 questions, alors qu'en tâche 2, vous êtes séparés en 2 séries. Le contenu des questions ne change pas, c'est exactement le même, et donc on va s'entraîner dans un instant. Je reprends exactement ce qu'a dit Arnaud et je corrobore exactement ce qu'il a dit. Plus vous allez apprendre par cœur en amont les listes que vous devez apprendre par cœur, vos carrés, vos cubes, vos nombres premiers, vos multiples, avec les tables qu'il a données en particulier, plus vous allez vous faciliter la vie le jour de l'épreuve. A l'inverse, moins vous ferez cet effort d'apprendre par cœur et plus vous allez vous mettre en difficulté sur le jour de l'épreuve. On va partir sur 2 minutes sur une première question qui va s'afficher. 2 minutes pour trouver la bonne réponse. Vous devez à la fois trouver la série verticale, à la fois trouver la série horizontale et donc cocher la seule réponse qui respecte les 2 critères.
Allez, on y va pour la correction de cette question. Je vais vous afficher directement la bonne réponse, ce qui était la réponse C pour cette question numéro 7. Alors d'abord, commencez par la série verticale. Vous devez connaître sur le bout des doigts vos rangs alphabétiques. Si je vous dis sur la série verticale C, E, X, Z, P, R et I, K, ça doit être évident pour vous qu'entre 3 et 5, il y a 2 rangs d'écart, entre 24 et 26, il y a 2 rangs d'écart, entre 16 et 18, encore 2 rangs d'écart, et entre 9 et 11, encore 2 rangs d'écart. Donc vous remarquez sur votre série verticale que vous avez 2 d'écart entre les deux extérieurs. Maintenant que vous avez trouvé cette série verticale, vous allez identifier les réponses qui respectent ce critère-là. Une fois que vous aurez identifié les réponses qui respectent ce critère-là, vous allez faire le même travail de recherche sur l'horizontale. En l'occurrence, cette fois-ci, c'était sur les 2 premières lettres que ça se jouait. Entre S et U, écart de 2, LN, écart de 2, PR, écart de 2 et VX, écart de 2. Donc là, on vous avait mis une logique dans laquelle c'était 2 fois la même logique d'un écart de 2. Un coup entre les deux extérieurs, c'était à la verticale, et un coup entre les 2 premiers, c'était à l'horizontale. Bilan des opérations, on choisissait la seule réponse qui respectait ces 2 critères. En l'occurrence, la réponse C, G, I, I. 7, 9, 9, si on la traduit en rang numérique, puisqu'entre 7 et 9, les 2 premières, il y a bien 2 d'écart, donc on respecte bien l'horizontale. Entre 7 et 9, les 2 extérieurs, il y a bien 2 d'écart, donc on respecte bien la logique verticale. Donc voilà comment vous devez faire à chaque fois. Pour ceux qui découvrent un petit peu la logique, essayez de faire sur la question 8. Et pour ceux qui sont un peu plus avertis, on va corser un petit peu la difficulté. C'est parti. Allez, les 2 minutes sont écoulées. On va passer à la correction de cette question 8. J'espère que vous êtes un maximum à avoir trouvé. Si jamais vous n'avez pas trouvé, vous pouvez continuer, bien sûr, de chercher. Vous notez la réponse à côté et puis vous faites semblant de l'oublier. Allez, je vous avais dit que c'était un petit peu corsé. J'ai un petit peu anticipé. Celle-là, elle n'était pas trop compliquée. En l'occurrence, à la verticale, vous voyez que vous aviez 2, 3, 4, 5, 6 sur la deuxième colonne. Donc ça, en général, c'est quelque chose que vous voyez relativement bien. Le 2, 3, 4, 5, 6 à la verticale. En revanche, à l'horizontale, je sais que c'est une logique que vous voyez un petit peu moins, c'est l'écart entre les deux qui était toujours de 3, entre 4 et 7, entre 6 et 9, entre 3 et 6, entre 5 et 8. On avait toujours un écart constant de 3. Là, on vous a fait une logique relativement abordable parce que c'était un écart constant à chaque fois. Attention, l'écart pourrait être évolutif et donc on pourrait avoir un écart qui bouge lui-même. Donc ce ne serait pas tout le temps un écart de 3, ce serait un écart d'abord de 1, puis de 2, puis de 3, puis de 4 par exemple. Donc attention, si vous trouvez un écart qui est proche mais qui n'est pas exactement le même, peut-être que vous êtes sur un écart évolutif, donc attention à ne pas éliminer trop vite cette solution. On y va sur la question numéro 9 et on passe à la logique graphique. Vous avez 3 carrés. Le carré avec un S à l'intérieur, avec un T, avec un U, et vous devez trouver le carré solution parmi les 5 propositions A, B, C, D, E. C'est parti pour 2 minutes.
Allez, on y va pour la correction de cette question de logique graphique pour laquelle la bonne réponse que je vous affiche était la réponse C. Non seulement vous aviez une première logique relativement évidente qui était STU, donc V que vous deviez avoir sur la lettre centrale, STUV dans l'ordre de l'alphabet, rien à signaler. La deuxième logique, elle, était beaucoup plus compliquée, puisqu'en fait, il s'agissait de l'initiale du résultat de la soustraction. Donc j'explique, si vous prenez 45 et 38 dans le premier carré, vous les soustrayez, ça fait 45 moins 38 égale 7. Et pourquoi est-ce que vous avez un S? Parce que quand on écrit 7, ça commence par un S. Donc vous voyez, il y a souvent une logique qui est un peu plus facile et une logique qui est un peu plus dure, mais attention à ne pas vous concentrer que sur la logique dure et à vous précipiter sur la seule réponse qui fonctionne. N'oubliez pas que dans 99% des cas, il y a deux logiques et donc vous devez respecter le fait qu'il y a deux logiques à checker. Donc STU donne V, c'était la logique facile, et la soustraction des deux éléments, par exemple 30 moins 0, ça faisait 30, et 30, ça commence par la lettre T. Donc c'était l'initiale du résultat de la soustraction des deux nombres. Donc question de difficulté 4 sur 5, puisqu'il y avait une logique parmi les deux qui était particulièrement compliquée. Allez, on enchaîne avec la question numéro 10, on reste sur de la logique graphique, c'est parti pour, allez, 1 minute 30. Allez, on y va pour la correction de cette question numéro 10, pour laquelle je vous affiche la réponse, c'était la réponse D. Alors quand vous avez plusieurs éléments comme ça qui bougent dans un carré, focussez-vous alternativement sur chacun des éléments. Par exemple, regardez le carré, il se déplace de coin en coin, il est en haut à gauche, en bas à gauche, en bas à droite, donc il va terminer en haut à droite. En plus de ça, il y a une alternance de couleurs, puisqu'il est alternativement carré blanc, carré noir, carré blanc, donc carré noir. On attend donc un carré noir en haut à droite. Vous pouvez éliminer les réponses qui ne correspondent pas à cette logique, en l'occurrence la B et la C. Deuxième logique, si vous observez le point qui est noir, il va gauche, gauche, donc il va terminer à droite. Assez facile. Donc vous éliminez encore une fois les réponses qui ne correspondent pas. Et enfin, le rond blanc, qui est alternativement en haut à droite, en bas à gauche. Attention, il est caché derrière le carré, il n'a pas disparu. Il retourne en haut à droite et donc il va terminer en bas à gauche. C'est pour ça qu'on choisissait la réponse D, qui était la seule à combiner, carré noir en haut à droite, point noir à droite et rond blanc en bas à gauche. Attention, dans le deuxième carré de l'énoncé, le rond blanc n'a pas disparu, il est simplement caché derrière le carré. Donc voilà pour cette question, on va passer à la question 11 qui pour le coup est assez compliquée, je vous laisse 2 minutes, c'est parti.
Allez, on terminait avec une question assez compliquée en dernière, c'est pour ça que je vous ai laissé un peu plus de temps. Et vous voyez qu'on l'a mis en difficulté 5 sur 5, donc pour vraiment matérialiser le fait que c'était plus compliqué. La bonne réponse était la réponse A, 5, 7, 8. Même quand c'est plus compliqué, ça reste trouvable. C'est ça l'intérêt de logique, c'est que une fois que vous avez vu l'ensemble des logiques existantes, après, ça fait que se répéter. Il faut simplement être assez rapide pour les tester et les trouver. Regardez d'abord la verticale. Observez l'écart entre les deux extérieurs. Tout à l'heure, je vous ai dit l'écart, il peut être évolutif. Là, voilà un exemple. Entre 3 et 4 sur la première ligne, vous avez un d'écart. Sur la deuxième ligne entre 7 et 9, vous avez 2 d'écart. Dans l'inconnu, vous aurez donc 3 d'écart, parce que ensuite entre 2 et 6, vous avez 4, et entre 2 et 7, vous avez 5. Donc vous voyez votre écart qui progresse entre les deux extérieurs, qui fait alternativement 1, 2, 3 pour l'inconnu, 4 et 5 entre les deux extérieurs. Voilà pour la logique verticale, comme elle était progressive, elle est plus compliquée. En revanche, à l'horizontale, c'était un écart constant entre les deux premiers, exactement comme ce qu'on avait vu à la question 1, entre 3 et 5, entre 5 et 7, entre 8 et 0, attention, c'est ce qu'on appelle la circularité numérique, 8, 9, 0. Après 9, ça recommence à 0, donc attention, entre 8 et 0, il n'y a pas 8 d'écart, il y a 2, attention. Et entre 2 et 4, là pour le coup, c'était plus classique. La bonne réponse devait donc comporter 2 d'écart entre les deux premiers et 3 d'écart entre les deux extérieurs en vertu de l'écart progressif. La bonne réponse était donc bien la réponse A, 5, 7, 8. Donc comptez bien vos points au fur et à mesure, de sorte que tout à l'heure, on puisse vous faire le petit bilan chiffré avant de passer à la partie français. Je passe à la partie français. Vous savez que pour la partie tâche 2, grosso modo, c'est l'épreuve de lexiphrase, l'épreuve maîtrise de la langue, tandis qu'en au tâche-mage, c'est la partie qui s'appelle expression. Dans les deux cas, c'est la maîtrise de la langue, et dans les deux cas, c'est un sous-test. Donc là, on ne parle pas des sous-tests de paratexte ou de compréhension de texte qui font plus référence à de la compréhension. Là, on fait vraiment référence à de la maîtrise de la langue au niveau de français, en fait, si vous préférez. Vous allez avoir comme type de questions des questions d'orthographe grammaire, des questions de phrases à trous à compléter, des questions de sens des mots, synonymes, antonymes, etc., des questions d'intrus, des questions de proverbes, de figures de style, d'analogie, et vous avez même des questions à trous qui peuvent être liées et qui sont reliées entre elles. Donc il faut que le texte forme un sens une fois que tout est relié. On y va directement, vous allez voir que c'est assez facile à prendre en main. Cette fois-ci, je vais vous laisser 1 minute par question, donc attention, soyez plus rapide. Vous voyez qu'en tâche 2, on est sur du 15 questions, 15 minutes, donc c'est drastiquement plus rapide. Allez, c'est parti. Allez, on y va pour cette question qui était relativement facile, pour laquelle la bonne réponse était la réponse A. Plus les hommes consomment des énergies fossiles et plus la planète se réchauffe, évidemment, c'était la seule qui avait un sens, et plus les réserves diminuent, et moins l'avenir semble certain. Vous voyez que parfois, les questions, il ne faut pas se prendre la tête plus que ça. Là, on a mis difficulté 3 sur 5, on aurait même pu mettre 2 sur 5, c'était pas une question si compliquée que cela. Donc vous voyez que les phrases à trous, ça peut être parfois de recontextualiser quelque chose sur un contexte, on va dire, socio-économique, de sorte que vous devez reconstituer une phrase qui a un sens. On y va sur la question numéro 13, de la même manière, cette fois-ci c'est un peu plus d'une question de vocabulaire. Allez, 1 minute sur la 13.
Allez, on y va pour la question numéro 13. Il nous restera encore 2 questions après. Après avoir considéré cette réponse, je crois que la forme abrupte, ça veut dire la forme un peu directe, un peu dure qu'elle a prise, me met dans de mauvaises dispositions pour notre prochaine entrevue, ça veut dire pour notre prochain rendez-vous. Donc on comprend que la personne elle a été déstabilisée par la dureté de la réponse de son interlocuteur et que du coup elle est dans un mauvais état d'esprit pour la prochaine réunion. C'était bien sûr celle qui fonctionnait le mieux. Ce qu'on vous conseille de faire, c'est d'étudier les réponses une par une et de procéder bien sûr par élimination, dans un contexte où il n'y a pas une bonne réponse absolue, mais il y a une réponse qui est moins mauvaise que les autres, donc toujours raisonner par élimination. Allez, on y va sur la question numéro 14, 1 minute. Allez, on y va pour la question, l'avant-dernière question, question numéro 14. C'est quand tout va bien que les risques se prennent, ainsi s'exprime le fameux paradoxe de la tranquillité. En fait, l'idée du texte, c'était de dire qu'on n'est jamais tranquille parce que même quand tout va bien, c'est là où les acteurs prennent des risques et donc c'est là où ils commencent à mettre en instabilité financière l'économie. Donc le célèbre économiste Minsky qui a mis en exergue ce paradoxe. Les crises se préparent dans les phases hautes des cycles économiques. Ça veut dire que c'est mon comportement quand tout va bien, en phase haute du cycle économique, mon comportement de prise de risque qui va créer la crise qui va venir après. Donc c'est pendant les phases de croissance, on pourrait dire, que se préparent les crises et ainsi de suite. Donc c'est le paradoxe de la tranquillité, vous pouvez le réutiliser pour votre culture personnelle. Allez, on y va pour la dernière question, la question numéro 15. On sait que ce n'est pas vos questions préférées, les questions d'orthographe grammaire. N'oubliez pas qu'il y a des points négatifs, donc si jamais vous n'êtes pas sûr, il vaut mieux s'abstenir de répondre. C'est parti pour le décompte des fautes d'orthographe et de grammaire. Alors, ne vous lancez pas sur ces questions si jamais vous n'êtes pas sûr de vous parce que une faute que vous rateriez et ce serait 100% faux. En l'occurrence ici, il y avait 4 fautes, on a mis difficulté 4 sur 5. On aurait quasiment même pu mettre 5 sur 5 parce que si vous avez trouvé 3 fautes ou 5 fautes, vous avez tout faux. Il n'y a même pas des points qu'on vous donne en disant bon bah quand même il ou elle en a trouvé 3 sur 4. En l'occurrence la rationalité ne comportait qu'un N, donc c'était la première faute. Les amis sont là, il manquait bien sûr un accent. Je sais que vous savez qu'il y a un accent, mais parfois le cerveau il l'autocorrige quand on lit. Donc c'est vraiment à vous de prendre le temps de faire du mot à mot. Si vous décidez de répondre à ces questions, il faut vraiment y aller sur une optique pas à pas, mot à mot, pour ne pas faire d'erreur. C'était décidé et pas décidé ER, puisque c'est le participe passé. Nicolas ne lui parlerait
été plus jamais, puisque bien sûr c'est il ne lui parlerait, on est au conditionnel de la troisième personne du singulier, il faut donc un T. Donc je suis sûr que chacune des fautes, vous voyez qu'il y avait un problème, mais parfois quand on lit trop vite, on ne voit pas qu'il y a une double consonne, qu'il manque une lettre. Faites attention en particulier aux consonnes doubles, par exemple rationalité qui a un N en trop, ou alors parfois c'est un N en moins qu'on vous met alors qu'il en fallait deux, on vous en a mis qu'un. Faites attention aux accents, en l'occurrence là dans le la c'était un problème d'accent, et faites attention aux lettres muettes, par exemple dans parlerait, il manquait un T. Mais dans la prononciation, bien sûr, on ne peut pas savoir qu'il y a un T, c'est une règle de grammaire qu'il faut maîtriser. Donc encore une fois, ne répondez pas si jamais vous n'êtes pas sûr sur ce type de questions, parce que vous savez que vous êtes sanctionné par un -1, que ce soit en tâche maj ou en tâche 2, si jamais vous effectuez une mauvaise réponse. Il vaut donc mieux s'abstenir que répondre mal. D'ailleurs, en parlant des scores, je vais laisser la parole à Arnaud qui va vous expliquer comment analyser le score de ce mini tâche maj, mini tâche 2 et les conclusions que vous allez devoir en tirer. Je vous dis à bientôt, c'était un plaisir d'être avec vous et je laisse la parole à Arnaud. Salut tout le monde. Alors, on est de nouveau ensemble pour cette dernière partie concernant l'analyse de votre score. Donc, vous venez de terminer votre mini tâche 2, votre mini tâche maj. Il est temps de compter vos points. Comme vous le voyez, une bonne réponse, c'est plus 3 pour le tâche 2. Une bonne réponse, c'est plus 4 pour le tâche maj. Si jamais vous avez mal répondu, donc soyez honnête, comptez les points bien comme il faut, parce qu'ensuite je vais vous donner une consigne pour pouvoir vous comparer les uns par rapport aux autres. Une mauvaise réponse, c'est -1 dans les deux cas. Aucune réponse si vous avez décidé de passer la question ou de ne pas prendre de risque. Dans ce cas-là, c'est 0. Donc pour ceux qui ont passé le tâche 2, comme il y a 15 questions là que l'on a fait ensemble, c'est la notation est effectuée sur 45 points, 3 x 15. Concernant le tâche maj, elle est effectuée sur 60 points. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais remettre la correction de chacune des questions rapidement. Comme ça, vous allez pouvoir vérifier. Donc reprenez bien votre question numéro 1. Si vous avez la bonne réponse, plus 4 pour le tâche maj. Pour ceux qui sont en tâche 2, donc tremplin, plus 3. Et ensuite, on compte les points. Donc question numéro 1, la bonne réponse était la B. Donc je répète, question numéro 1, la bonne réponse était la B. Question numéro 2, la bonne réponse était la E. Donc question numéro 2, la bonne réponse était la E. Question numéro 3, la bonne réponse était la C. Question numéro 4, la bonne réponse c'était la D. Question numéro 5, la bonne réponse était la A. Question numéro 6, D. Question numéro 7, C. Donc petite parenthèse, là à chaque fois on vous a mis 5 choix de réponse, mais en tâche 2 vous en aurez 4. 8, A. 9, C. 10, D. Donc plus 4 ou plus 3. Si vous êtes en tâche 2 ou en tâche maj. 11 A. 12 A. 13 E. 14 C. 15 D. Donc comptez vos points, plus 4 pour le tâche maj, plus 3, moins 1 si jamais vous avez eu faux. Le total en tâche 2 est sur 45, en tâche maj il est sur 60. Ensuite, pour retranscrire votre score comme un vrai score du jour J, le nombre de points en tâche 2, donc les AST1, vous le multipliez par 4,66. Ça mettra votre score sur 210. Donc je vous laisse faire ça avec votre calculatrice ou votre smartphone. Le nombre de points que vous avez eu, vous faites x 4,66 et ça vous met votre score sur 210, étant donné que ce mini tâche 2 tâche maj est un échantillon représentatif. En tâche maj, vous multipliez votre score par 10, ce qui vous fera votre score sur 600. Et si on analyse vos scores, un très bon score au tâche 2 c'est supérieur à 140, au tâche maj c'est supérieur à 400. Un bon score c'est supérieur à 120, un bon score au tâche maj c'est supérieur à 350, un score moyen plus c'est 300, 100. Un score moyen moins, c'est-à-dire un petit peu en dessous de la moyenne, c'est 80, ou le bas de la fourchette de la moyenne, c'est 80 pour le tâche 2. Tâche maj, c'est 260. Et un score décevant, où là, vous pouvez vraiment faire des progrès avec un deuxième passage. Il y a vraiment matière à faire beaucoup mieux. C'est inférieur à 80 pour le tâche 2 et inférieur à 260 pour le tâche maj. Et maintenant, pour savoir où vous êtes situés les uns par rapport aux autres,
parce que le score en tant que tel, c'est un premier indicateur. Ensuite, il faut savoir où vous êtes situés les uns par rapport aux autres, parce que c'est un concours. Ce que je vous propose, c'est qu'en commentaire de cette vidéo, donc là, vous regardez théoriquement cette vidéo sur YouTube, en commentaire de cette vidéo, mettez le score que vous avez obtenu. Donc vous écrivez tâche-mage, 2 petits points, votre score sur 60, puis le score sur 600. Ou alors vous écrivez tâche 2, 2 petits points, votre score sur 45, fois 4,66, le score sur 210. Donc mettez tous vos scores en bas de cette vidéo, comme ça vous allez pouvoir vous comparer les uns par rapport aux autres pour savoir où vous êtes situés. Et n'hésitez pas bien entendu à revenir sur cette vidéo 1 à 2 mois après l'avoir vue pour vous retester sur ce mini tâche 2, tâche mage pour voir si vous avez effectué des progrès. Et ça vous permettra de voir les commentaires à jour pour savoir où vous en êtes. Donc un premier essai, une première fois, et on se reconnecte 1 à 2 mois plus tard ou 3 à 4 semaines plus tard et on refait ce tâche mage pour être sûr que l'on a bien progressé en calcul et en logique. Vous ne vous souviendrez pas forcément des énoncés, donc c'est comme un départ à zéro, mais avec une progression. Donc écrivez vos scores en commentaire de cette vidéo et ensuite reconnectez-vous dessus pour refaire cet entraînement. On va à présent passer à la dernière partie, donc les 3 dernières slides. Le dernier mot d'Emilicom sur le concours tremplin. Et me concernant, aussi bien Joachim et moi-même, on vous souhaite bon courage pour le passage de vos épreuves de tâche 2 et de tâche mage, et plus généralement la réussite au concours, au concours tremplin. A très bientôt tout le monde, salut et bon courage. Quelques mots pour la fin. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous permettra de bien vous préparer aux tâches 2 et aux tâches mage. C'est vraiment le but. Quelques mots pour la fin. Donc n'oubliez pas les inscriptions au concours tremplin et tremplin 2 au lieu du 10 décembre au 10 avril 2022. Donc n'oubliez pas la date, n'oubliez pas l'ouverture des inscriptions. Anticipez bien voilà, votre inscription et comme on l'a vu tout à l'heure aussi pour pouvoir fournir tous les justificatifs nécessaires. Pour rappel, nous mettons à votre disposition sur notre site internet une rubrique « Se préparer ». Vous avez accès à des vidéos sur le tâche, à des conseils, à des quiz. Donc je vous invite fortement pour vous préparer à aller consulter cette rubrique qui est donc en libre accès sur notre site internet. Je vous le rappelle, vous aurez un espace candidat sur lequel vous pourrez discuter avec nous sur ecricom.org quand vous créez votre inscription. Nous avons une application aussi iOS et Android et suivez-nous sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, YouTube et même TikTok. Ça vous permet de suivre les actualités du concours et également de nos écoles. Voilà, je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Et n'hésitez pas à nous contacter si vous avez d'autres questions. Au revoir.